Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension. Ça, c'est fait pour les règlements par carte bleue. Est-ce que vous vendez des choses? Oui. Bonjour. Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez lire? Quelle est la chose que vous aimeriez vraiment changer ou améliorer dans votre vie? Achetez-le, lisez-le. Et puis, voyez quoi. Lorsque les gens se forment, ils font une rétribution qui correspond à un service religieux. C'est aussi simple que ça. Les gens qui veulent progresser spirituellement, ils trouvent toujours la manière de le faire à leur rythme. J'ai choisi d'être scientologue et j'ai choisi de faire ma religion. Donc pour moi, je vais suivre exactement ce qui est les livres et puis cet exercice spirituel. On a de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine C. Je prends niacine en dernier. Oui. C'est perte de poids, c'est anorexie, c'est désorientation. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire la conscience? C'est le fait d'être conscient du maintenant, en fait. C'est quand même une sorte de surveillance des membres, quoi, du coup. Oui, bien sûr. Les gens peuvent faire des bêtises et quand ils n'arrivent pas à se ressaisir par eux-mêmes, c'est le groupe là qui s'en occupe, entre guillemets, pour leur dire maintenant ça suffit. Et des fois, on l'affiche publiquement. Si la personne ne se ressaisit pas, ça c'est sûr qu'on la laisse vraiment pas faire, quoi. Une résidente australienne a révélé que l'église de Scientologie l'a emprisonnée sur son bateau de croisière, le Freewick. Je me suis levée le matin et on m'a envoyé sur le bateau. Ça devait être pour 2 semaines. Et vous y êtes resté combien de temps finalement? 12 ans. Bonsoir et bienvenue dans l'enquête exclusive qui s'intéresse ce soir à l'église de Scientologie, considérée comme une secte en France, mais comme une religion aux États-Unis et en Espagne. Il faut savoir que la justice française a condamné l'église de Scientologie en France pour escroquerie en bande organisée. Alors précisément aujourd'hui, les adeptes, les membres de l'église de Scientologie sont en train de manifester pour réclamer un changement de statut et pour que cesse cette stigmatisation qualifiée par eux d'injuste, d'inutile. Nous avons voulu en savoir plus et nous avons obtenu de l'église de Scientologie en France qu'elle nous ouvre ses portes pour la première fois. Secte ou religion plongée dans une organisation mystérieuse, ultra secrète, c'est un document signé Stéphane Girard pour TAC Presse et Enquête exclusive. Un dimanche matin, chez une famille parisienne ordinaire, enfin presque. Sans mon doigt? Oui. Merci. Sans mon doigt? Oui. Merci. Sans mon doigt? Oui. Merci. Sans mon doigt? Benjamin a mal au bras. Merci. Alors Mireille, sa maman, pose son doigt sur toutes les parties de son corps. Cette curieuse pratique, elle appelle ça un assiste par le toucher. Merci. Sans mon doigt? Il se passe quelque chose? Non. Ok, je continue. Sans mon doigt. Mireille est persuadée que ça permettrait de soulager n'importe quelle douleur. Merci. Sans mon doigt. Ouais. Merci. On touche certaines parties du corps et on dit sans mon doigt. Et la personne, quand elle sent le doigt, elle dit oui. Et nous, juste, on lui répond qu'on a bien compris, tout simplement. Ce qu'elle nous explique, elle ne l'a pas appris dans une école de médecine, mais dans un centre de scientologie. Et seuls les scientologues y croient. Merci. Il se passe quelque chose? Ça va mieux. Bah c'est super. Very good. Fin de l'assiste. Ton bras, là, t'as plus mal? Non, c'est... Moi, je pouvais déjà le bouger avant, mais j'ai plus la tension que j'avais avant de faire l'assiste. Et donc, on ressent plus la douleur? Alors, ou ça s'atténue, ou ça s'enlève complètement, tout dépend des individus. Ça paraît un peu magique, quoi, parce que vous touchez à peine. C'est vrai. Donc, c'est des procédés très doux qui s'appliquent très facilement et à n'importe qui. Mireille Bernard ne travaille pas. Elle vit avec ses 2 enfants, Benjamin, Grégoire et son mari Loïc, patron d'une petite entreprise de nettoyage. Il y a 25 ans, des amis leur font découvrir la scientologie. Depuis, ils sont devenus des scientologues modèles. Même les enfants ont été initiés dès l'âge de 6 ans. Qu'est-ce qui t'a plu alors dans la scientologie? Le fait de résoudre des problèmes qu'on peut pas forcément résoudre dans la vie normale et tout ça. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple apprendre avec efficacité ses leçons, travailler mieux à l'école, respecter ses camarades et tout ça. Chez les Bernard,
Quand on rencontre un problème, on va systématiquement chercher la solution dans la bibliothèque. La scientologie a tout prévu. Il existe 3000 documents qui permettraient de résoudre tous les soucis de la vie. Comme ce livre de l'éthique, c'est un peu le mode d'emploi du quotidien. En fait, on a juste à se référer à l'index. Et puis par exemple, là, il parle des divorces. Là, il parle des disputes, comment on peut régler des disputes. Il parle aussi de l'éducation. Sur le bonheur, par exemple, il dit « Celui qui a une conscience tranquille mène une vie heureuse ». Donc il explique comment on y arrive. C'est-à-dire que la scientologie répond à un peu tous les problèmes de la vie? Largement. Une famille paisible et heureuse. C'est l'image que la scientologie a voulu nous montrer de ses membres. Sauf que certaines pratiques de cette organisation font régulièrement scandale. Début février 2012. Au palais de justice de Paris, la scientologie vient d'être condamnée en appel pour escroquerie en bande organisée à un total de 600 000 € d'amende. Une procédure qui durait depuis bientôt 15 ans. Pour l'avocat des parties civiles, Maître Maurice, la décision est historique. Les méthodes qui sont utilisées par cette secte sont des méthodes qui sont pénalement condamnables et qui relèvent de l'escroquerie et d'une escroquerie qui est organisée et qui est mise en œuvre en bande organisée. Pour tous ceux qui luttent contre les sectes, c'est une excellente décision. Pour la scientologie, c'est un coup dur. Au tribunal, Éric Roux, porte-parole de l'organisation en France, s'estime victime d'un acharnement des autorités françaises. Pour nous, tout ne va pas bien dans ce pays aujourd'hui avec la scientologie. La scientologie, elle est reconnue dans tous les autres pays du monde. En Europe, elle est reconnue. Dans les autres pays européens tout proches, chez nos voisins, ça se passe absolument bien. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'en France qu'on voit ce genre de politique qui est très rétrograde. Et je pense qu'il y a un moment où il va falloir changer. Pourtant, la France n'est pas la seule à s'inquiéter des pratiques de la scientologie. Cette organisation défraie régulièrement la chronique judiciaire partout dans le monde. La scientologie, une organisation tentaculaire présente sur les 5 continents. Elle se présente comme une église et compterait 14 millions de fidèles. Chaque année, de nouveaux centres sont inaugurés en grande pompe. L'ambition de la scientologie, c'est de convertir le monde. Et pour ça, elle peut même compter sur des ambassadeurs de prestige. Des stars comme John Travolta ou Tom Cruise, qui fait régulièrement l'apologie de son église. Quand j'ai lu la Dianétique, je me suis dit c'est ça, c'est exactement ça. Leur maître à penser, c'est Ron Hubbard, un auteur de science-fiction qui publie la Dianétique en 1950. Il prétend avoir inventé une nouvelle méthode d'amélioration personnelle, un succès foudroyant. Très vite, Ron Hubbard décrète que son mouvement est une religion et met au point son système tentaculaire. Il meurt en 1986, mais la scientologie va lui survivre. Pour la première fois, nous avons obtenu l'autorisation de filmer pendant plusieurs mois au cœur de cette organisation qui fait polémique. Nous avons voulu percer ses mystères, comprendre ses pratiques et ses croyances. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Mais aussi comprendre comment cette organisation a mis en place une machine de guerre marketing pour recruter toujours plus de membres et amasser chaque année des millions d'euros. Alors l'idée, c'est que ce livre, il parle de vous. Et il parle de quel est votre véritable potentiel. Achetez-le, lisez-le et faites-vous votre propre opinion. Nous avons pu les suivre jusqu'en Inde, où les missionnaires français implantent la scientologie jusqu'au cœur des écoles. C'est important pour moi de faire connaître la scientologie partout dans le monde. Alors, qui sont ces hommes et ces femmes qui ont décidé de devenir scientologues? Ont-ils fait le choix d'une religion? Ou sont-ils victimes d'une manipulation? Notre enquête commence à Paris, au centre de scientologie des Batignolles. Il est 8 h du matin, une demi-douzaine de jeunes scientologues sont déjà sur le pied de guerre. Ils se préparent à effectuer une mission de prosélytisme. Leur but? Recruter un maximum de nouveaux membres. Michel, on peut prendre une télé et un lecteur DVD? Ils ont tout ce qu'il faut. Des DVD, mais aussi tracts, affiches, livres, le tout traduit en une dizaine de langues. On ne sait jamais, à Paris, il y a aussi des touristes. On va prendre plutôt en français, parce que ça, regarde, vérifie si c'est... Non, c'est en russe. C'est ça, hein. C'est bien en russe. Le chef, c'est Mathias, 31 ans. Il passe plus de 40 heures par semaine au service de la scientologie. Du coup, pour gagner sa vie,
il doit travailler en plus le soir pour des sites internet. Qu'est-ce qui vous motive? La foi. Ce qui me motive, c'est la foi. La scientologie m'a permis, en me comprenant mieux moi-même, de développer mes aptitudes. Et ça m'a vraiment aidé. Donc j'ai envie de partager ça. Mais en scientologie, le partage de la foi n'est pas gratuit. Ça, c'est fait pourquoi? Ça? Ouais. Bah, c'est fait pour les règlements par carte bleue. Parce que vous vendez des choses? Oui, on va vendre des livres et des DVD de Dianétique. Donc voilà. Les scientologues ne font aucun cadeau. Même le premier livre est payant. Pour les vendre, ils ont loué pour la journée un local aux Halles, un quartier très passant du cœur de Paris. Ce genre d'opération coup de poing, ils le font tous les mois. Alors en 1 heure à peine, le local est transformé en une boutique entièrement dévouée à la promotion de la scientologie. Leur tête de gondole, c'est la Dianétique. Le livre écrit par leur maître à penser, Ron Hubbard. On a moins l'impression d'être dans une antenne d'une église que dans une librairie, quoi, non? Bah, effectivement, comme on vend le livre, on le met bien en présentation, on le met en évidence. Ouais, ça, c'est clair. En plus du livre, ils ont amené cette étrange machine, elle aussi inventée par Ron Hubbard, l'électromètre. Il est censé mesurer des ondes magnétiques que le corps produirait lorsqu'il est soumis à des émotions. Le problème, c'est que seuls les scientologues pensent que ça marche. C'est une vraie validité scientifique. Mais après, toute personne qui souhaite voir comment ça marche peut faire l'expérience. Comme ça a à voir avec ce que la personne, elle pense, bah, c'est elle qui va dire « Ok, ça marche ou ça marche pas ». Et le but de Mathias ce jour-là, c'est de le faire essayer au plus de monde possible. Pour ça, il va chercher les clients lui-même dans la rue. Bonjour. Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez lire? Pardon? Vous aimez lire? Ça dépend quoi? Bonjour. Au premier contact, il n'évoque pas la scientologie. Vous aimez lire? Ouais? Venez, je vous montre quelque chose. Ça prend 5 minutes. Vous connaissez ce livre, La Dianétique? Non. D'accord. Alors, on fait une petite démonstration pour montrer de quoi il parle. Et je vous laisse terminer votre cigarette et je vous montre ça. Je m'appelle Mathias, comment vous appelez? André. André? Oui. Enchanté. André est curieux. Il décide de tenter l'expérience. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Oui. Je vais vous poser une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui. Et on va voir qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans la vie. Oh là là. OK? Non, je pensais qu'on était parti sur un livre. Ouais, c'est pour la présentation du livre. D'accord. Mais pour présenter le livre, on fait ce petit test. D'accord. D'accord? Prenez ça. Sans vraiment comprendre ce qui lui arrive, André se retrouve avec en main 2 électrodes reliées à la machine. Et ça vous plaît? Pour Mathias, l'électromètre est l'argument principal pour vendre des livres de scientologie. Ça, en fait, c'est un instrument religieux qui sert à détecter la charge émotionnelle. D'accord. OK? Donc, je vais vous poser la question et vous allez voir l'aiguille, quand elle bouge sur la droite, c'est qu'il y a de la charge émotionnelle. OK. Pensez à différentes situations ou différentes personnes de votre vie. Là, il y a de la charge émotionnelle. Vous pensez à quoi? Je pense à ma sœur. À votre sœur? L'aiguille a bougé vers la droite. Mathias en déduit qu'André a un problème avec sa sœur. Il veut en savoir plus. En premier. Il y a quelque chose qui vous préoccupe par rapport à votre sœur? Non, pas du tout, au contraire. D'accord. On va regarder autre chose. Raté pour Mathias. L'aiguille a bougé alors qu'André n'a aucun souci avec sa sœur. En fait, cette machine ne mesure pas grand-chose. En pratique, il suffit de bouger les mains pour que l'aiguille bouge aussi. Mais Mathias ne se démonte pas, il continue à chercher. Ouais, j'ai compris. D'accord. Est-ce que vous, selon vous, vous avez autant confiance en vous que vous le souhaiteriez? Je pense que oui. Ouais? Oui. D'accord. Là encore, Mathias fait chou blanc. Je vais vous poser une dernière. Alors il tente le tout pour le tout. Quelle est la chose que vous aimeriez vraiment changer ou améliorer? J'ai pas de numéro, c'est tellement vague, c'est tellement... Ouais. Bon, passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. André repartira sans acheter la Dianétique. Mathias enchaîne les entretiens.
Sa technique est rodée, toute la journée, il va répéter les mêmes questions à tout ce qu'il teste. Vous prenez comme ça. Pensez à différentes situations, différentes personnes de votre vie. Pensez au travail. Vous avez pas d'emploi, c'est ça? Ok, maintenant, pensez à quelque chose qui vous préoccupe. Mathias veut absolument persuader ses interlocuteurs qu'ils ont des problèmes. En fait, il en a même l'obligation. C'est ce que nous avons découvert dans un document interne à l'Église que nous nous sommes procurés. Dans ce document est recensé tout ce qui est interdit à un recruteur comme Mathias. Et au point 23, si l'évaluateur des tests dit aux personnes qu'elles sont en bonne forme et qu'elles n'ont pas besoin de la scientologie, cela sera une cause de trahison. Trouver systématiquement des failles, une stratégie que Mathias avoue à demi-mot. Il faut trouver un problème. C'est ça en fait le but de l'entretien. Pas forcément parce que... Enfin oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la personne, il y a des moments où elle n'arrive pas à exploiter son potentiel. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'intervient le livre. C'est pour cela que Mathias veut à tout prix trouver des problèmes. Pour vendre la solution miracle de la scientologie, la dianétique. Alors il cherche et finit toujours par trouver. Quelle est la chose que vous aimeriez vraiment changer ou améliorer dans votre vie? Mais les relations amoureuses, c'est vraiment... c'est pas encore ça. Mathias veut convaincre Mohamed que la dianétique est efficace pour ses peines de cœur. Tenez, lisez les 3 premiers paragraphes. Alors l'idée, c'est que ce livre, il parle de vous. Et il parle de quel est votre véritable potentiel. Quand on a eu des échecs dans le passé, notamment des relations amoureuses, ça peut agir comme un blocage. Et ce livre, il vous dit comment vous pouvez, mieux vous comprendre et débloquer votre potentiel. Achetez-le, lisez-le, et puis voyez quoi. Alors par contre, est-ce que vous fermez à quelle heure? Parce que j'ai pas tous mes trucs sur moi. Parce que là, vous avez combien sur moi? J'ai rien. Vous avez rien du tout, d'accord. Mohamed promet de repasser plus tard. Il avoue avoir été impressionné par la technique de vente de Mathias. Il sait s'y prendre avec les gens. Dans quel sens? Moi, je travaille dans la vente. Et il faut prendre les gens avec les sentiments, tout en douceur. Sinon, on risque d'avoir peur. Pro jusqu'au bout, Mathias s'assure de prendre les contacts de Mohamed pour pouvoir le relancer plus tard. Ouais. Est-ce que vous avez un numéro où je peux vous joindre? Bien sûr. Alors c'est le 06. Ouais. 23. Ce jour-là, Mathias et son équipe ont vendu une quinzaine de livres à 16 €. 15 nouvelles personnes susceptibles de grossir les rangs de la scientologie. Non? D'accord, ok. Bonne journée. L'Église a des méthodes encore plus efficaces pour recruter de nouveaux membres. Cela se passe sur Internet. Quand on tape « test de personnalité », apparaît sur la première page un questionnaire gratuit. Il prétend découvrir qui vous êtes. En dessous du titre, la référence à l'Église de Scientologie est bien là, mais reste discrète. Il faut répondre à pas moins de 200 questions. Pour la Scientologie, l'intérêt de ce test, c'est que les internautes devront obligatoirement se rendre à l'église pour avoir leurs résultats. Et là, c'est Mathias qui les reçoit. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Paola, 20 ans. La jeune fille a rempli un test sur Internet. À son arrivée, elle ne comprend pas vraiment où elle a mis les pieds. Elle se montre méfiante. Vous avez fait des études de psychologie, non? Pas du tout. Vous êtes venu là comme ça? J'ai lu les livres, je connais la philosophie de Scientologie. Ça me donne l'impression que c'est un peu une secte et ça me fait peur, donc voilà. D'accord. Secte. Cette réputation colle à la peau de l'église de Scientologie. Alors Mathias a sous la main un dossier fait spécialement pour rassurer les visiteurs. La Scientologie est une religion. Là, vous avez la reconnaissance qui est la reconnaissance religieuse en Espagne, en Suède, au Portugal. Il passe ensuite au test que Paola a rempli sur Internet. Pour la mettre en confiance, il met d'abord en avant les points forts qu'il aurait repérés sur son test. Donc ce que je vois, c'est que vous avez un fort dynamisme. Ça, c'est un de vos points forts. Vous allez jusqu'au bout des choses. Mais très vite, il cherche à déceler les points faibles de Paola. Vous pouvez avoir parfois des moments où vous avez du mal à vous concentrer. Votre attention, elle est dispersée. Et ça veut dire que vous n'êtes pas heureuse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trahi votre confiance
Oui. Vous avez rompu avec quelqu'un et vous y repensez? Vous continuez à y penser? Bah, j'ai été victime en fait du coup psychologique et physique. Ah oui, d'accord. Quelqu'un vous a battu? D'accord. Il vous a battu physiquement? Ouais. D'accord. Depuis cet événement traumatisant, Paola a du mal à faire confiance aux gens. Mathias l'écoute quelques minutes et lui propose sa solution. Toujours la même, quels que soient les problèmes. D'accord. Donc voilà. Bon, j'ai compris. Alors, Paola, avec la scientologie, vous pouvez résoudre ça. Donc, vous avez eu des mauvaises expériences. Maintenant, fondamentalement, vous êtes un être spirituel. Oui, ça je le sais. Ouais. Et en tant qu'être spirituel, même si vous avez chuté, et des fois vous êtes tombé, vous pouvez vous relever. Vous avez ce DVD qui s'appelle La Dianétique. Donc ce que je vous propose, c'est d'acheter ce DVD, de le regarder. C'est combien en fait? Ah, c'est une fortune. Paola tombe de haut. Elle ne pensait pas qu'on lui proposerait d'acheter un film pour résoudre ses difficultés personnelles. Il coûte 18 €. Le truc? Ouais. Le DVD? Le truc. La jeune femme hésite. Alors pour la convaincre, Mathias s'appuie sur son test. Il n'hésite pas à lui promettre que grâce à la Dianétique, sa vie deviendra meilleure. Et probablement que ça et ça va changer si vous avez une meilleure compréhension de vous-même. Son argument fait mouche. Paola décide d'acheter le DVD. Vous voulez régler comment? Par carte bleue? D'accord. J'ai cherché la machine. En une demi-heure, Mathias a réussi à convaincre Paola que la scientologie est la solution qu'elle attendait. Je verrai si c'est pour que je puisse améliorer ma personnalité, pourquoi pas. Changer quelque chose qui me gêne, qui me tire vers le bas, pourquoi pas. Merci. Paola reviendra quelques semaines plus tard suivre un cours de Dianétique. La scientologie est souvent suspectée de cibler les personnes les plus fragiles. Une accusation dont Mathias se défend. Avec Paola, clairement, vous essayez d'exploiter ses faiblesses pour lui vendre un DVD Dianétique. Ce qui nous intéresse, c'est les aptitudes de la personne et c'est le fait qu'elle peut s'améliorer. Mais là, avec Paola, vous avez beaucoup insisté sur ses expériences douloureuses, ses traumatismes, etc. Et la réponse que vous lui apportez, c'est la vente d'un DVD Dianétique. Et c'est quand même bien une manière d'exploiter ses problèmes. Oui, sauf que quand on parle d'exploitation, on parle de... voilà, on parle de profiter au niveau financier. Comme je vous ai dit, moi je suis bénévole, donc c'est-à-dire que j'ai pas de commission, voilà. Et là, acheter un DVD, ce qui coûte à peu près 18 €. 18 € c'est peu, mais ce n'est que le début. Car être scientologue, c'est mettre la main à la poche en permanence. Nous retrouvons Loïc Bernard, le père de famille. Un scientologue assidu depuis 20 ans. Mais il lui reste toujours de nouvelles choses à apprendre. Pour ça, il passe par la librairie. Ici, on vend plus de 3000 cours écrits par Ron Hubbard. Alors Loïc n'est pas au bout de ses peines. Oui, je voulais te voir parce que j'avais l'intention de faire un cours prochainement sur l'honnêteté. Ouais. Et voir, approfondir un peu le sujet. Sur tous les sujets, il y a un livre à conseiller. Pour Loïc, ce sera ce pack de conférences de Ron Hubbard. Voilà. Il y a quoi dedans alors? En fait, c'est des conférences qui expliquent différentes choses, voilà, comme sur l'honnêteté, sur l'intégrité, sur... voilà, qui répondent exactement à ce que Loïc cherchait, quoi. Mais avant de pouvoir s'instruire sur l'honnêteté, il faut passer à la caisse. Ça coûte donc 85 €. D'accord, je vais te faire un chèque. Ouais, ok, d'accord. Bah, je te prépare. Loïc affirme dépenser 2000 € par an. Mais certains scientologues en déboursent plus de 10 000. Tac. Ça, c'est pour toi. Et puis ça, je t'amène sur le cours pour leur donner. Pour étudier, il faut aller dans une salle de classe qu'ils ont baptisée l'Académie. Pour la première fois, une caméra est autorisée dans ce lieu.
C'est juste où on va commencer le tour de l'état de l'homme. Et voilà, comme ça, je vous laisse ensemble pour voir. OK? Ici, tous ont la certitude que l'étude assidue des préceptes de Ron Hubbard va améliorer leur vie. Les sessions durent 4 heures et sont surveillées de près par des superviseurs bénévoles. Ça, tu l'as déjà fait? D'accord. Mais par contre... Mireille, la femme de Loïc, exerce cette fonction depuis 15 ans. Alors moi, j'aide en fait les étudiants à avancer sur les cours qu'ils ont achetés et puis pour faire en sorte qu'ils comprennent bien ce qu'ils ont étudié, surtout qu'ils puissent appliquer dans la vie. Mais son job, c'est aussi de contrôler le travail des étudiants. Je peux te vérifier un petit peu sur tes matériaux? Cette jeune femme a acheté un cours pour débutants. Mireille veut vérifier si elle a bien compris. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire la conscience? C'est le fait d'être conscient du maintenant, en fait. Voilà. Parfait. Et tu pourrais me faire une démonstration de ça? Pour réciter sa leçon, elle cède de petits jouets. Cette jeune femme vient d'apprendre que la conscience est utile pour traverser la rue en toute sécurité. Eh bien, si la personne est pleinement réveillée, elle va voir que, par exemple, il y a une voiture qui arrive. Elle va voir les gens qui sont à côté d'elle sur le trottoir. Elle va savoir à quel moment elle va pouvoir traverser. Elle est complètement là. Voilà. Excellent. Tu peux continuer, Evelyne. Merci. Ce cours d'introduction coûte tout de même 45 €. Mais certains sont beaucoup plus chers. Comme ce cours avancé censé apprendre, entre autres, à soulager la douleur grâce aux fameux assistes. Début de l'assiste. Sans mon doigt. Oui. Merci. Sans mon doigt. Oui. Oui. Il dure plusieurs semaines et coûte 4 500 €. Sans mon doigt. Oui. Merci. Pourquoi vous entraînez sur une poupée? C'est pour apprendre à bien le faire correctement, c'est plus pratique. Comme ça, après, quand on le fait sur une vraie personne, c'est nickel. Je sens des énergies qui bougent en moi. Excellent. Continuons. Oui. Le tout se fait sous l'œil vigilant du superviseur. Oui. Merci. Là, je regarde simplement qu'il le fasse bien, de manière à ce qu'on ait le résultat optimum. Et là, vous allez corriger quelque chose? Là, non, ils le font très bien. Donc, ils le font bien, on ne corrige pas. Sans maman. Merci. Sans maman. Certains scientologues étudient depuis plus de 30 ans et ont déjà dépensé des dizaines de milliers d'euros. Car la gamme de tarifs est large, comme en témoigne cette grille officielle. Les cours de débutants ne dépassent pas 330 €. Mais ensuite, les prix grimpent. 2 600 € pour apprendre à se servir d'un électromètre et plus de 4 000 € pour l'énigmatique cours de la clé de la vie. Pourtant, ces étudiants ne sont pas prêts d'arriver au bout. La scientologie a été conçue pour que ses membres consomment toujours plus. C'est ce que nous allons comprendre avec Éric Roux, le porte-parole de la scientologie en France. Sur cette feuille, on a l'intégralité du parcours spirituel que vont faire les scientologues et de la progression sur ce pont vers la liberté totale. La liberté totale, c'est ce que promet la scientologie. C'est un peu leur nirvana. Mais le parcours est interminable. Il faut passer des grades. Il en existe plus de 180. Comment on passe d'un grade à l'autre? En le pratiquant. C'est-à-dire que dans chaque grade, vous avez un certain nombre d'exercices spirituels que vous devez faire, qui sont codifiés. Et quand vous les faites et que vous obtenez le résultat de ces exercices spirituels, vous passez au suivant. Certains grades supérieurs coûtent plus de 10 000 €. Les membres les plus tenaces dépenseront près de 300 000 € pour arriver jusqu'au grade le plus haut. Des tarifs exorbitants qui peuvent choquer, mais Éric Roux les trouve tout à fait justifiés. Lorsque les gens se forment, ils font une rétribution qui correspond à un service religieux. C'est aussi simple que ça. S'il n'a pas d'argent pour le faire? Enfin, avec des si, vous savez ce que je veux dire. Le problème, c'est en vrai, c'est jamais posé. Parce que les gens qui veulent progresser spirituellement, ils trouvent toujours la manière de le faire, la manière de le faire à leur rythme. Les membres du centre rapportent plus de 2 millions d'euros par an à leur église. Et ce sont ces tarifs et ces pratiques commerciales qui ont fait condamner la scientologie en février 2012 pour escroquerie en bande organisée. Le jugement est sans appel. Il parle de tromperie, d'emprise psychologique et de captation de fortune. La scientologie multiplie les condamnations de ce genre partout dans le monde. Alors, pour redorer son blason, l'organisation tente de s'offrir un vernis humanitaire.
comme le montrent ces vidéos de propagande interne. Les scientologues s'invitent sur toutes les grandes catastrophes, comme à New York pour l'attentat du 11 septembre, à Haïti lors du tremblement de terre, ou encore plus récemment à Fukushima. Ils portent des t-shirts jaunes et ils se sont baptisés les ministres volontaires. Fin 2004, le tsunami le plus meurtrier de l'histoire frappe les côtes de l'Inde. Il fait plus de 11 000 morts. 2 semaines plus tard, les scientologues sont là. Cette fois, ils viennent tous du centre parisien. Ils se sont filmés eux-mêmes sur ces images. 7 ans plus tard, ils ne sont pas repartis. Cette catastrophe est une aubaine pour implanter la scientologie dans la région. Leur chef aujourd'hui, c'est Marc Arrighi. Il s'est installé ici avec sa femme et ses 3 enfants. Avant de devenir un volontaire de scientologie, Marc était vendeur au porte-à-porte en France. Aujourd'hui, il a monté une petite entreprise locale de purification d'eau et la France ne lui manque pas trop. Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie ici? Il y a quand même une certaine sensation de liberté, de possibilité de création, parce que c'est un endroit où tout est à faire en fait. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter, donc c'est très agréable. Ce que Marc est surtout venu apporter aux Indiens, c'est la scientologie. Parfois, même les enfants sont mis à contribution. Quelquefois, je vais dans les villages, je distribue des chemins du bonheur. C'est des petits livres avec les chemins à suivre si on veut vraiment avoir un vrai bonheur. Je délivre aussi des assistes. C'est des procédés qui touchent les nerfs pour faire qu'on se sent bien dans nous-mêmes. Qui relâche le corps. Qui relâche le corps et qui nous détend. Ils n'ont que 8 et 12 ans, mais lorsqu'ils ont du temps libre, ces enfants font comme papa et maman, ils répandent la scientologie. Pour ça, l'Inde, c'est un peu le pays idéal. Ici, la spiritualité est très importante. Tout le monde pratique sa religion à sa guise. Les cérémonies s'organisent comme ici dans les temples et même dans la rue. Les scientologues, eux, ont établi leur QG dans ce bureau ouvert il y a 5 ans. Marc y travaille en permanence avec 6 Indiens qu'il a engagés. Tous se disent aujourd'hui scientologues. Mais ils ont un peu adapté les pratiques aux coutumes locales, comme lors de cette cérémonie à la gloire de Ron Hubbard. Pour ces Indiens, il est devenu beaucoup plus qu'un maître à penser. Vous considérez Ron Hubbard comme un dieu? Oui, c'est pour ça qu'on a mis sa photo ici avec des fleurs autour. Pour devenir ministre volontaire, ils sont obligés d'apprendre les principes de base de la scientologie. Et c'est Marc qui joue au professeur. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est le mental. Et ça, c'est le corps. Vous avez des élèves très appliqués, non? Ouais. Ah non, mais sinon je me fâche. Hein. Obligatoire. Non, ils sont super. Ils sont extraordinaires. Les Indiens sont très studieux. Très studieux. Si Marc prend du temps pour former ses élèves, c'est qu'il veut pouvoir compter sur eux pour une mission d'importance. Introduire la scientologie partout où ils le peuvent. Ici, ce n'est pas comme en France. Les scientologues ont carte blanche. Comme dans cette école réputée du centre de la ville. Avec plus de 800 élèves, c'est une cible de choix. Ils sont accueillis par le directeur en personne. Bonjour, je suis Monsieur Marc. C'est moi qui m'occupe des ministres volontaires de scientologie. Marc est accueilli à bras ouverts par le directeur. En Inde, personne ne sait vraiment ce qu'est la scientologie. Vous connaissiez la scientologie avant? Non, c'est la première fois que j'entends ce mot. Jamais entendu parler. Vous savez de quoi il s'agit? Non, je n'en sais rien. Les Indiens pensent que la scientologie est une ONG de plus qui offre ses services gratuitement. Alors l'école a même mis à la disposition de Marc et son équipe la salle principale. Ok,
Vous en mettez un comme ça et un comme ça. Une centaine d'enfants arrivent. Ils ont de 8 à 10 ans. Pendant 3 jours, ils vont suivre un séminaire scientologue de Ron Hubbard. Apprendre à apprendre. C'est une méthode censée les aider à mieux étudier. Notre sujet aujourd'hui, c'est apprendre comment apprendre. Comment apprendre facilement. La méthode est basée sur 7 ouvrages écrits spécialement pour les enfants par Ron Hubbard. Il est utilisé par toutes les familles scientologues du monde. C'est une méthode de pédagogie de base. On y apprend entre autres qu'il ne faut pas dire que l'on sait déjà tout. Regarde la figure de la jeune fille. Elle est furieuse. Elle prétendait savoir faire un avion en papier. Mais en fait, elle ne le savait pas du tout. Donne-moi un exemple où tu as fait la même chose. Ce cours paraît banal. Pourtant, au détour d'exercices avec de la pâte à modeler, le formateur fait répéter aux enfants des concepts que seuls les scientologues utilisent. Ça, c'est une masse, un label. Une masse, un label. Les scientologues peuvent enseigner ce qu'ils veulent aux enfants. Pendant toute la durée de l'instruction, aucun membre du personnel de l'école ne viendra les contrôler. En revanche, comme à chaque fois, Marc a invité la presse locale. Le but de ces séminaires, c'est aussi de faire la propagande de la scientologie en Inde. Merci à tous. Au revoir. À la fin du séminaire, les enfants reçoivent un diplôme labellisé Scientologie. Ils ont même droit à une photo souvenir qui fera à son tour la publicité du programme. Sans le savoir, ces enfants servent à la stratégie de dissémination de l'Église. Comme on peut le voir sur ce film qu'elle a produit, la Scientologie considère qu'elle est en croisade. Elle a mis sur pied un organisme dédié qui prétend mener ce combat à l'échelle planétaire, l'IAS, l'Association internationale des scientologues. Nous sommes le groupe le plus résolu qui ait jamais existé. Nous sommes l'IAS. À coup d'images grandiloquentes, ils prétendent mener cette campagne pour créer un monde sans guerre, sans folie et sans crime. En fait, leur objectif, c'est aussi d'infiltrer des institutions avec des programmes clés en main. Comme en Colombie, avec ce colonel de l'armée qui a mis tous ses officiers au cours de Ron Hubbard. Ou encore en Israël, où les autorités pénitentiaires ont adopté Criminon, un programme censé réhabiliter les criminels. Et même aux États-Unis, le shérif de Los Angeles a adopté l'un de ces programmes. Il n'hésite pas à se faire publiquement le chantre de la scientologie. The Church of Scientology was there at the first meeting, and you've been a vital partner ever since. Pour financer l'IAS et ses programmes, l'Église de Scientologie demande toujours plus d'argent à ses 14 millions de membres. Le don minimum est à 500 € par an. Mais cet argent sert-il vraiment au programme humanitaire de l'Église? Certains le contestent. En janvier 2012, Debbie Cook, un cadre de premier plan de l'Église mondiale, déclenche un scandale. Elle dénonce dans un courrier interne les sommes faramineuses amassées par l'Église grâce aux pressions financières permanentes exercées sur les membres. Les donations des membres sont gardées en réserve et dépassent le $1 milliard. Une minuscule partie seulement a été dépensée pour la communauté. Cet argent serait en fait gardé sur des comptes en banque. Jusqu'à présent, aucune enquête n'a permis de prouver que des responsables de l'Église s'enrichissaient personnellement. Retour en France. Au centre de Scientologie de Paris, comme dans tous les centres du monde, tous les bénéfices partent aux États-Unis. Alors la manne financière de la Scientologie, Éric Roux n'en voit pas la couleur. Sa fiche de paye est à peine supérieure au SMIC. La somme, elle est là. Je gagne, heures supplémentaires comprises, et elles sont nombreuses, 1 300 € par mois. Et vous n'avez pas un peu l'impression de vous faire avoir? J'ai pas l'impression de me faire avoir. Regardez, comme je vous l'ai dit, c'est un sacerdoce.
Je travaille pour une église, je ne suis pas là pour gagner de l'argent. Si je veux gagner de l'argent, je sais comment faire, j'ai pas de problème. Mais c'est pas avec la scientologie que je le ferai. Eric Roux s'est engagé à servir fidèlement la scientologie. En fait, les scientologues doivent se dévouer corps et âme à leur église, même si parfois, cela peut mettre leur santé en danger. Marion a 21 ans. Comme tous les scientologues, elle doit passer par l'étape de la purification. Un programme qui vaut à la scientologie de se retrouver devant le tribunal. À Paris, cela se passe à une centaine de mètres de l'organisation, dans cette boutique discrète. Marion a rendez-vous avec Aline. Elle est la responsable du programme de purification depuis 17 ans. C'est quoi le but de ce programme? Alors c'est en fait de libérer la personne spirituellement de l'influence négative que peuvent avoir et qu'ont réellement en fait tous les résidus de produits chimiques qui ont pu s'accumuler dans son corps. Donc ça va des conservateurs alimentaires aux polluants atmosphériques, à l'alcool, aux résidus d'anesthésie, des drogues pour ceux qui en ont pris, etc. etc. Comme l'indique Ron Hubbard dans ce livre, Un corps pur, l'esprit clair, Marion doit prendre des vitamines pour tenter de nettoyer son corps. Pour ce qui est du tableau, donc pour les autres vitamines, donc tu vas suivre précisément ce tableau avec chaque dosage de chaque vitamine et au fur et à mesure que tu progresseras, tu vas suivre exactement toujours les étapes de ce tableau. Voilà. Aucune étude médicale n'a validé cette cure. Aline n'est pas médecin. Elle se contente de suivre le livre à la lettre. Il prescrit pas moins de 8 vitamines différentes. Donc là, on a de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine B complexe, de la vitamine B1 et des minéraux. Et puis la vitamine B3 aussi. Avant de commencer, Marion a acheté ses vitamines sur Internet. Pour son premier jour, elle n'avale que 4 gélules. Mais les doses vont augmenter progressivement. À la fin de sa cure, dans 3 semaines, elle devra prendre plus de 30 cachets par jour. Je prends Niacine en dernier? Oui. Mais le programme ne s'arrête pas aux vitamines. Tous les jours, Marion doit aller faire du jogging. Avec 2 autres scientologues, ils vont courir pendant une demi-heure pour faire circuler les vitamines dans le sang. Un programme exigeant, mais Marion se doit de suivre mot pour mot les commandements de Ron Hubbard. J'ai choisi d'être scientologue et j'ai choisi de faire ma religion, donc pour moi, je vais suivre exactement ce qui est les livres et puis cet exercice spirituel. Retour dans la boutique pour l'ultime étape, la séance de sauna. Pendant plus de 4 heures par jour, ils vont rester dans cette salle à 70 degrés. Le programme est facturé plus de 1 300 € par l'église. Mais selon Aline, il pourrait faire des miracles. Beaucoup de gens me disent quand ils ont terminé le programme qu'ils ont l'impression d'être sortis d'un brouillard ou sortis d'une espèce de carcan, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait progressivement tout au long du programme et au fur et à mesure que la personne transpire et élimine ces substances de son corps. D'après Aline, ce programme ne présenterait aucun danger pour la santé. Pourtant, l'Ordre des pharmaciens tire la sonnette d'alarme. Selon sa présidente, Isabelle Adnaud, ce programme de purification est nocif pour la santé et en le recommandant, les scientologues sont hors la loi. Et lorsque on prend des doses énormes, allant jusqu'à potentiellement et réellement, dans le cas, jusqu'à 250 fois la dose journalière recommandée, on est dans le cadre du médicament. Il y a obligation d'une ordonnance de prescription médicale. Est-ce que ça purifie leur corps? Écoutez, pour moi, nous n'estimons pas que ça peut aller jusque-là, puisque c'est l'inverse. Nous, on est en train de dire que ça peut potentiellement, sans un accompagnement médical digne de ce nom, arriver dans des zones de risque selon les personnes. Pour la seule vitamine D, lorsqu'elle est prise aux doses prescrites par Ron Hubbard, les effets secondaires peuvent être dangereux. C'est perte de poids, c'est anorexie, c'est désorientation, c'est insuffisance rénale fonctionnelle, etc. Partie civile au procès de la scientologie en 2011, l'Ordre des pharmaciens a obtenu la condamnation de l'Église pour exercice illégal de la pharmacie. Aline, elle, a été condamnée à 10 000 € d'amende. Pourtant, elle se défend de faire quoi que ce soit d'illégal. Nous, on ne vend absolument aucune vitamine.
Personnellement, je n'ai jamais vendu aucune vitamine. L'église de Scientologie ne vend aucune vitamine. Alors, c'est quand même vous qui expliquez aux gens, je dirais, les doses de vitamines qu'ils doivent prendre, qui sont considérées comme des médicaments en France. Alors en fait, moi je n'explique pas. Comme je vous le disais, chaque personne qui commence le programme, elle doit vraiment lire ce livre. Et dans ce livre, il y a toutes les informations pour suivre le programme de A jusqu'à B, y compris toutes les doses de vitamines. Le responsable serait donc Ron Hubbard et son livre qui date de 1980. Pourtant, c'est bien Aline qui recommande aux membres de suivre les préceptes du livre. Elle conteste cette condamnation et se pourvoit en cassation. Le programme de purification, lui, est toujours pratiqué au Celebrity Centre. L'Église de Paris a décidé de nous montrer ce programme polémique. Mais il y a d'autres pratiques que la Scientologie a préféré garder secrètes. Nous allons le découvrir par hasard sur ces papiers, accrochés sur un mur de l'Académie. Un tableau que les scientologues ne souhaitent pas commenter. C'est quoi les papiers jaunes en fait? C'est des trucs un peu personnels. Voilà, c'est des trucs un peu space. Sur les blancs, des membres sont félicités pour leur assiduité au cours. Comme sur celui-ci. David est hautement félicité pour avancer et jamais perdre une minute pour le faire. Sur les jaunes, en revanche, les moins sérieux sont montrés du doigt. Pour cause d'absentéisme à l'académie, Arthur est mis sur une condition de risque. Il n'a fait que 6 sections d'études au total et il n'a rapporté aucune action faite. En caméra discrète, nous essayons d'en savoir un peu plus. Notre interlocutrice avoue que l'Église surveille ses membres. Parfois, les gens peuvent faire des bêtises et quand ils n'arrivent pas à se ressaisir par eux-mêmes, c'est le groupe là qui s'en occupe, entre guillemets, pour leur dire maintenant ça suffit. Et des fois, on l'affiche publiquement pour dire voilà, cette personne a fait ça. Si la personne ne se ressaisit pas, ça c'est sûr qu'on la laisse vraiment pas faire, quoi. Et ça, Ron Hubbard l'explique extrêmement bien là-dedans. C'est quand même une sorte de surveillance des membres, quoi, du coup. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. Encore plus surprenant, elle nous avoue qu'il existe même des punitions pour ceux qui n'entrent pas dans le droit chemin. Il y a tout un spectre entre la réflexion, le froncement de sourcils et puis l'expulsion. Pour être expulsé, il faut quand même vraiment y aller, quoi, tu vois. Il faut en faire... Et entre c'est peut-être quoi, par exemple? Nous n'en saurons pas plus. Pourtant, d'après ce document interne, l'organisation réserve des traitements particulièrement sévères à certains de ses personnels. Cela se passe dans de véritables camps de redressement punitif. Ils appellent ça des RPF, Rehabilitation Project Force. Il n'y en a pas en France. On les trouve en Australie, au Danemark, en Angleterre, en Floride et en Californie. Comme celui de San Jacinto, situé en plein désert. Dans ce bâtiment qui ressemble à une prison, les pensionnaires travailleraient sous la contrainte 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Comme le stipule ce document, les scientologues y sont envoyés pour une durée indéterminée lorsqu'ils ont désobéi aux ordres ou critiqué l'organisation. Rares sont les témoignages de scientologues passés par les RPF. Pourtant, en novembre dernier, les déclarations d'une jeune Française à la télévision australienne font l'effet d'une bombe. Une résidente australienne a révélé que l'église de Scientologie l'a emprisonnée sur son bateau de croisière, le Free Winds. Cette jeune fille, Valeska Paris, est née dans une famille scientologue. Elle passe son adolescence dans l'église de Floride. Lorsqu'elle a 18 ans, sa mère quitte brutalement la Scientologie. Valeska n'a plus le droit de la voir. Alors qu'elle s'apprête à la rejoindre en France, les dirigeants de la Scientologie l'en auraient empêché et l'auraient séquestrée sur cet immense paquebot où les scientologues de plus haut niveau viennent finir leur formation, le Free Winds. Je me suis levée le matin et on m'a envoyé sur le bateau. Ça devait être pour 2 semaines. Et vous y êtes resté combien de temps finalement? 12 ans. Vous avez essayé de vous échapper? Non. Pouviez-vous vous échapper? Non. Ils confisquent votre passeport quand vous êtes à bord. Sur ce bateau, elle dit avoir vécu un calvaire. Forcée à travailler comme bonne à tout faire, elle se rebelle. Cette attitude lui aurait valu d'être punie. Pendant des semaines, elle travaille 15 heures par jour et doit même dormir dans la salle des machines. Il y fait chaud. C'est extrêmement bruyant. Ça sent mauvais.
Ce n'est pas très agréable. J'ai été envoyée en bas pour 48 heures d'affilée. Je ne dormais presque pas. Je n'avais pas le droit de travailler avec les autres. J'étais en train de nettoyer une pièce de moteur et je ne sais pas si je me suis endormie ou si je suis tombée dans les pommes. Mais quand j'ai ouvert les yeux, 4 heures étaient passées. Un homme était en train de me secouer et m'a dit que j'étais inconsciente. À 30 ans, elle est envoyée dans ce camp de redressement scientologue en Australie. Elle y rencontre son futur mari. Tous deux prennent la fuite. Les autorités de l'Église accusent Valeska Paris d'avoir inventé cette histoire. Aujourd'hui, elle vit à Melbourne et attend son deuxième enfant. En France, malgré les scandales, la scientologie fait tout pour gagner en respectabilité. Le but affiché de ses dirigeants, être reconnu comme une religion légitime. Alors, à défaut d'en avoir le statut, ils s'en sont arrogés le nom et les apparences. À Paris, tous les dimanches, les scientologues organisent une sorte d'office religieux. Éric Roux enfile son costume de ministre du culte. C'est lui qui anime la prière, et c'est ici que cela se passe, sur la scène du théâtre de l'église. Outre ce buste de Ron Hubbard, les symboles utilisés par la scientologie sont clairement empruntés au christianisme. Une croix, un col romain, c'est aussi pour donner le signal que la scientologie est une religion? Donc le col romain, pour n'importe quelle personne qui le voit, ça représente la fonction de ministre du culte. Donc un ministre du culte, s'il veut se faire connaître comme il est, il porte le col romain. La croix, effectivement, c'est un symbole religieux qui permet aux gens de voir immédiatement qu'ils sont et qu'ils arrivent, lorsqu'ils découvrent la scientologie, dans une religion. Ces codes marketing permettent à la scientologie d'offrir le visage rassurant de la religion. Il existe même des prières contenues dans ce petit livret « Introduction aux offices ». Chers paroissiens, bienvenue à cet office dominical. Je vous propose de lire ensemble la prière de Scientologie pour la liberté totale que vous trouvez en dernière page. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. La prière dure moins de 5 minutes. Leur foi n'a aucun rapport avec le message chrétien. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. Quand vous priez qui? Vous priez un Dieu? Vous priez Ron Hubbard? Vous priez qui? Quand on prie Dieu, parce que la phrase de fin vous le dit, on termine par Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Et c'est qui Dieu chez les scientologues? Alors chez les scientologues, le concept de Dieu est laissé à chacun. Prier ne suffira pas pour être reconnu comme une religion. Condamnée par la justice française, la scientologie s'apprête à passer à la contre-attaque. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Elle n'hésite pas à frapper aux portes des plus hautes instances. Ce jour-là, Éric Roux se rend à l'autre bout de l'Europe, à Varsovie, capitale de la Pologne. C'est ici que se tient l'assemblée annuelle de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Sujet de la réunion du jour, la liberté de religion. Éric Roux est venu pour convaincre cette instance européenne que la France est un mauvais élève. Elle ne respecterait pas les libertés religieuses. Éric Roux n'est pas invité officiellement. Il lui suffit simplement de s'inscrire à l'arrivée. Église de Scientologie, Bureau des droits de l'homme. Ce jour-là, une trentaine de mouvements religieux divers et variés ont fait le déplacement. Leur but, faire du lobbying auprès de l'institution. La Société hongroise de la conscience de Krishna. Ordre de Saint-Andrew. L'Association européenne pour les témoins de Jéhovah? La plupart d'entre eux sont épinglés par les autorités françaises pour leurs dérives sectaires. Éric Roux n'est pas seul. Pour l'aider, les autorités mondiales de la scientologie ont dépêché William Walsh, leur meilleur avocat. On attend de l'OSCE qu'elle surveille le comportement de la France sur la liberté de religion. À mon avis, la France est le pire pays d'Europe de l'Ouest sur les questions de liberté religieuse. Il y a des règles que la France est engagée à suivre et qu'elle ne suit pas. Devant cette assemblée qui réunit tous les ambassadeurs des pays membres de l'OSCE, Éric Roux sort l'artillerie lourde contre la France. Église de Scientologie, s'il vous plaît. Il dénonce carrément un complot des services de l'État français
visant à nuire à la scientologie. Cette désinformation insidieuse répand l'intolérance et la discrimination à travers les institutions et la société. Nous demandons respectueusement à l'OSCE d'intervenir et de mettre fin à cette situation. Merci beaucoup. En fait, cela fait 15 ans que les scientologues viennent faire du lobbying ici. Pas de quoi impressionner le représentant de la France, Hervé Machy. Leurs arguments, il les connaît par cœur. C'est de la stratégie de communication, c'est une forme de lobbying qui consiste à décrédibiliser l'action des gouvernements et passer comme des victimes, alors que ce sont bien souvent ces mêmes organisations qui commettent des infractions à la loi pénale. Le plus étonnant, c'est qu'Éric Roux pourrait un jour finir par obtenir gain de cause. Les institutions européennes, comme aux États-Unis, ont tendance à privilégier la liberté de tous les cultes. En France, le feuilleton judiciaire continue, après la condamnation de la scientologie en appel pour escroquerie en bande organisée. Les scientologues vont porter l'affaire devant la Cour de cassation. Nous quittons la France pour franchir l'Atlantique. Les quartiers généraux de la scientologie sont basés aux États-Unis. C'est là-bas que toutes les grandes décisions sont prises. Nous sommes à Clearwater, une petite ville balnéaire en Floride. En centre-ville, tous les bâtiments ou presque appartiennent à l'organisation. Dans la rue, nous croisons ces hommes et ces femmes en uniforme. Ils sont 2000 à travailler pour la scientologie. C'est à Clearwater que bat le cœur spirituel de l'Église. Depuis des années, l'Église de Scientologie est gagnée par un mal profond. Des désertions au sommet du pouvoir. Des dirigeants importants quittent l'Église. Ils évoquent un climat de pression psychologique et de violence physique insoutenable. L'un d'eux s'appelle Mike Rinder. Il nous a annoncé une interview sous haute surveillance. D'origine australienne, fils de scientologue, Mike Rinder a gravi tous les échelons pour devenir l'un des plus hauts dirigeants de la scientologie. Il a même créé les services secrets de l'organisation. Après plus de 20 ans passés au sommet de la hiérarchie, il a décidé de prendre la fuite. Il nous emmène d'abord au pied du Superpower Building. C'est le plus grand bâtiment de Clearwater. Un budget de 50 millions de dollars pour 11 000 mètres carrés, entièrement dédié au culte scientologue. Ce bâtiment, c'est ce que l'Église appelle la Mecque spirituelle de la religion scientologue. Il est en construction depuis 1998 et il n'est toujours pas ouvert. Pourquoi? Ça sert à récolter des fonds, toujours plus de dons. S'il l'ouvrait, les membres ne donneraient plus d'argent. C'est vraiment devenu la vache à lait de l'Église. Car l'Église est avant tout intéressée par l'argent? Oui, très intéressée, très intéressée. Moi, j'appelle ça la culture des vautours, cette volonté incroyable d'extorquer de l'argent aux gens. Exaspéré par ce qu'il appelle cette culture des vautours, Mike Rinder a fini par s'enfuir. Il lui a fallu plusieurs mois pour prendre sa décision et quitter une organisation à laquelle il a dédié toute sa vie. Une décision qu'il a payée au prix fort. En quittant l'Église, j'ai perdu ma femme, mes 2 enfants, ma mère, mon frère, ma sœur, mes neveux et nièces, toute ma famille. Aucun d'entre eux ne m'adressera plus jamais la parole parce que j'ai quitté l'Église. Et eux, ils y sont toujours? Oui, ils y sont toujours. Et pour eux, maintenant, vous êtes le diable? Oui, le diable, exactement. Et vous avez été harcelé, pris en filature? Ah oui, pendant plusieurs mois. Des détectives privés me suivaient tous les jours, à 3 ou 4 voitures à chaque fois, 24 heures sur 24. Tout le temps? Oui, tout le temps. Quand j'allais au supermarché, quand j'emmenais les enfants de ma compagne à l'école, peu importe où j'allais, ils étaient là. Pourtant, c'est vous qui avez dirigé les services secrets de la scientologie. Oui, ça s'appelle l'Office des Affaires spéciales. Et vous avez mis en place ce système? Oui, enfin, je ne l'ai pas exactement mis en place, mais c'est vrai que j'ai été très impliqué. Très longtemps, vous avez raison.
Mike Render obéissait à David Miscavige, le grand patron de la scientologie. Le voici lors d'une de ses rares apparitions publiques. À sa demande, Mike a créé un véritable service d'espionnage. Écoute téléphonique, caméras cachées, filatures, menaces. D'après Mike, ils n'ont reculé devant rien pour surveiller les scientologues les plus influents comme Tom Cruise, mais aussi les dissidents comme lui. Ironie du sort, aujourd'hui l'ancien espion est pris au piège d'un système qu'il a lui-même mis en place. Et à peine 10 minutes après notre arrivée, nous remarquons ces deux véhicules. Regardez, ils se sont arrêtés juste là. Le moteur tourne encore. Où sont-ils? Les voitures là-bas? Oui, la grise et la noire. Vous ne les avez peut-être pas remarqués tout à l'heure. Ils se sont approchés lentement, ils ont fait le tour du pâté de maison 2 fois. Ils nous regardaient comme ça, et puis ils se sont garés là-bas. D'après Mike, il s'agit de détectives privés embauchés par la scientologie pour surveiller constamment les activités qu'ils trouvent suspectes aux abords de l'église. Donc quand on arrive dans cette ville, on est forcément sous surveillance. Oui, bien sûr, surtout si vous avez toute une équipe de télévision. Tout le monde cherchera à savoir qui vous êtes et ils vous prendront en photo. Est-ce qu'ils peuvent savoir qui nous sommes rapidement? Ah oui, on est là depuis 15 minutes et je peux vous dire qu'il y a 10 minutes déjà, ils savaient qui vous étiez. Vous pensez qu'on peut aller les voir? Les saluer? Oui, allons-y. Mais ils vont sûrement partir si on approche. Ou alors ils vont faire comme s'ils ne nous voyaient pas. Nous tentons d'aller parler au conducteur et immédiatement, le véhicule s'éloigne. Ah, quelle surprise! Ils s'en vont. Toute la journée, notre équipe de tournage a été suivie par des hommes à pied ou en voiture, équipés de talkie-walkie. Tentative d'intimidation, surveillance constante. D'après Mike Render, ça n'est pas tout. Au sein de l'Église, David Miscavige serait capable d'aller beaucoup plus loin pour asseoir son autorité. Pouvez-vous m'en dire plus sur le mode de management à l'intérieur de l'Église? À la tête de l'organisation, il y a David Miscavige. Il a pris le pouvoir après la mort de Ron Hubbard en 1986. Et il a réussi à se hisser au sommet en position de dictateur. Et depuis, il s'est systématiquement débarrassé des gens qui, d'après lui, menaçaient son autorité. On m'a dit qu'il y avait des violences physiques aussi. Oui, ça arrive tout le temps. Il m'a battu au moins 50 fois. Il brutalise certains dirigeants pour montrer aux autres que ça pourrait leur arriver aussi. Comme ça, personne ne se sent en sécurité et personne ne le contredit, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse. Et il vous frappez comment? Avec le plat de la main? Oui, des claques. Ou des coups de coude. Il m'a aussi attrapé à la gorge. Et personne ne lui dit « Vous êtes fou, arrêtez !» Non, parce que si vous le contredisez, il vous met en prison. La prison interne. On l'appelle le trou. Vous pouvez nous décrire cet endroit? Le trou, c'est une invention de Miscavige. C'est là que les hauts dirigeants sont emprisonnés. C'est un immeuble de bureaux. Il y a 3 fenêtres, toutes verrouillées, 2 portes, fermées aussi. Et un garde qui est présent 24 heures sur 24. Personne n'a le droit de sortir. On mangeait là, on dormait là. Moi, j'y suis resté plus d'1 an. Nous sommes devant Fort Harrison, un hôtel réservé aux scientologues. Nous rencontrons ce couple d'Américains. Ils sont venus manifester. Ils tentent de libérer des membres de leur famille de l'emprise de la scientologie. Salut Mike. Vous le connaissez? Bien sûr. Le couple partage le même combat que Mike Render. Ils savent à quel point il est difficile de sortir de la scientologie. Je crois que les gens au sein de la scientologie sont pris au piège. Et ils doivent savoir qu'ils peuvent partir, parce que la plupart pensent que ça n'est même pas une option.
Sur leur pancarte, un numéro de téléphone pour conseiller et soutenir ceux qui souhaitent quitter la scientologie. Vous voulez aider quelqu'un qui est à l'intérieur? Oui, c'est ça. Je suis là parce qu'ici, aux États-Unis, la scientologie est considérée comme une religion. Mais pourtant, il y a tellement d'abus. Il ne devrait plus être considéré comme une religion. Et vous connaissez quelqu'un à l'intérieur? Oui, des membres de ma famille. Je fais ça pour eux, même s'il y a de grandes chances qu'ils ne le sachent même pas. Parce que vous savez, on ne peut même plus se parler. Vous n'avez pas de contact avec eux? Non, pas en ce moment. Plusieurs hauts dirigeants qui quittent l'organisation et dénoncent un système fondé sur la peur, des gens qui veulent sauver des membres de leur famille. D'après Mike Render, l'église de Scientologie serait aujourd'hui au bord de l'implosion. Il y a combien de membres en tout? Je dirais entre 30 000 et 40 000 dans le monde entier. Mais ils prétendent qu'ils ont des millions de membres. Oui, et tous les ans le chiffre augmente. Parce que Mickiewicz dit « Ah, on ne peut pas continuer à dire qu'on est 6 millions. Sinon les gens vont se rendre compte qu'on ne grandit plus. Donc il faut dire qu'on est 7 millions, puis 8 millions, puis 9 millions. Et maintenant, on atteint des sommets dans le ridicule, en affirmant qu'ils sont 10 millions. » Et d'après vous, quel avenir pour l'Église? Comment sera le futur? Le futur est sombre. On ne peut pas imaginer ce que l'on appelle en France une révolution de palais? Non, le problème, c'est que le palais est pourri de l'intérieur. Il est corrompu. Il n'y a plus rien à sauver. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont toujours beaucoup d'argent. Ça donne l'apparence que les choses vont bien. Toutes nos demandes officielles de tournage aux États-Unis ayant été refusées, nous regagnons l'Europe. Nous voici à présent au Royaume-Uni, où le fondateur de la Scientologie, Ron Hubbard, a longtemps résidé. Ici aussi, l'organisation a pignon sur rue. Nous poursuivons notre enquête à Londres. À l'occasion des Jeux paralympiques, les scientologues organisent ici des distributions de tracts dans le cadre d'une campagne contre les drogues. C'est aussi une occasion de recruter, sans doute, de nouveaux adeptes. Après plusieurs mois de négociations, l'Église internationale de Scientologie nous a donné rendez-vous en plein cœur de Londres. Je cherche Marc. Oui, c'est moi. C'est vous, enchanté. Vous êtes Bernard. Vous êtes l'officier de presse pour la Scientologie en Angleterre? À Londres, oui. Et là, vous distribuez des tracts? Oui, ce sont des prospectus d'information contre la drogue. C'est une campagne de prévention? Exactement. La police s'occupe des dealers. Nous, on veut informer les gens pour qu'ils évitent de sombrer dans la drogue. Il n'y a aucune référence à la Scientologie? Non, aucune. Je croyais que c'était un moyen de recruter de nouveaux adeptes. Vraiment? Eh bien non. Aujourd'hui, pas de dianétique ni d'électromètre. Officiellement, les scientologues mènent cette lutte contre la drogue sans faire de prosélytisme. Et parmi les bénévoles en blouson ce jour-là, un aristocrate anglais, un lord. Oui, c'est un scientologue, c'est Lord Duncan. Enchanté. Et vous êtes scientologue depuis quand? Oh, ça va faire 20 ans. 20 ans? Oui. Et comment êtes-vous venu à la Scientologie? J'ai lu un livre. Un livre de Ron Hubbard? Oui, la dianétique. Ah, il y a des bouddhistes là-bas. Ce sont des Hare Krishna. Hare Krishna. C'est ça la société multiculturelle de Londres. C'est une secte? Non, c'est un courant majoritaire de l'hindouisme. Beaucoup de gens disent que la Scientologie, c'est une secte. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une religion comme une autre. Il est facile d'y entrer, mais difficile d'en sortir. Vous avez essayé? Écoutez, on ne va pas discuter de ça maintenant. Ok. Visiblement, notre question dérange et rien n'échappe à cette caméra qui nous suivra tout au long du tournage. Pourtant, la réponse de Lord Duncan ne peut que plaire à l'Église.
Moi, je suis très heureux d'être scientologue, donc je ne peux pas vraiment vous répondre. Donc pour les questions plus politiques, c'est vous que je dois interroger. Il est juste un pratiquant, c'est tout. Il ne peut pas vous répondre parce qu'il ne fait pas partie de l'organisation. Seuls les dirigeants de l'Église sont habilités à répondre à ce genre de questions. À Londres, le vaisseau amiral de la Scientologie est situé au cœur de la City, dans ce bâtiment de 4000 m². Sol en marbre, boiserie, escalier monumental, l'Église a même reconstitué le cabinet de travail de Ron Hubbard. Le maître à penser du mouvement est mort il y a près de 30 ans, mais dans chaque église, un bureau l'attend. Vous vous mettez là debout et vous vous mettez à prier? Non, c'est juste... Vous le vénérez? Non, c'est juste une marque de respect. Ok, j'essaie simplement de comprendre. Pas de problème, c'est vraiment comme un musée. Les scientologues veulent donner un visage moderne à leur religion. Écran plasma, livres et CD aux allures de jeux vidéo. Ils ont même relooké leurs instruments du culte, à commencer par le fameux électromètre. Ça date des années 50. Au départ, oui, mais depuis, on l'a modernisé. Vous l'avez amélioré? Pourquoi? Vous trouvez que le design fait vieux? Oui. Ok. Ici, tout est pensé et marketé pour attirer de nouveaux adeptes. C'est vraiment une religion d'un nouvel âge. On propose des salles comme celle-ci dans toutes nos églises. En Angleterre. En Angleterre, mais aussi partout dans le monde. Parce que nous voulons que les gens découvrent ce qu'est la scientologie. Mark Pinchin a découvert la scientologie alors qu'il était toxicomane. J'ai pris de la drogue quand j'étais jeune. J'ai moi-même vécu cet enfer. Quel genre de drogue? Ce qu'on trouve dans la rue, du cannabis, de la cocaïne. Aujourd'hui, je sais que si je ne mets pas mon expérience au service des autres, les choses vont encore empirer. Et pourquoi la scientologie a-t-elle autant d'ennemis? Je ne crois pas qu'ils soient si nombreux. Il y en a quelques-uns, c'est tout. Dans toutes les religions, il y a des apostats, et ceux qui renient peuvent vous critiquer, vous attaquer. Mais justement, ces gens sont parfois harcelés par des membres de la scientologie. Pas que je sache. J'ai fait une interview à Clearwater et on a été espionnés toute la journée. Oui, j'ai entendu dire que vous étiez là-bas, oui. C'était sympa? Une bonne interview? Oui, intéressant. Bien. Encore une fois, si quelqu'un raconte quelque chose de faux, on a le droit de rétablir la vérité sur ces sujets. Mark Pinchin va tout de même nous confirmer l'existence d'un régime de punition au sein de l'organisation. Est-ce qu'il existe un système judiciaire en interne? Oui. Par exemple, si on confie une tâche à l'un de nos membres et qu'il y a un problème ou que c'est mal fait, cette personne sera corrigée. Elle sera entraînée. On est différent d'autres organisations. On ne vire pas les gens comme ça. On essaye de les éduquer et de les rendre plus efficaces. Et c'est cela que certaines personnes ont vécu. Ce n'est pas du lavage de cerveau. Vous savez, tous les matins quand je me lève, je m'ouvre la tête, je prends ma brosse à dents et je me lave le cerveau. Non, écoutez, est-ce que j'ai l'air lobotomisé d'après vous? Non. Non. Ok, merci. D'après les scientologues, sous le leadership de David Miscavige, le mouvement connaîtrait une expansion sans précédent. Quant à Mike Rinder, l'ancien responsable de la scientologie que nous avons rencontré à Clearwater, il aurait été démis de ses fonctions pour mauvais comportement. Des témoignages comme celui de Mike Rinder en disent long sur l'état de la scientologie aujourd'hui et sur son caractère parfois sectaire. Un dirigeant, un gourou tyrannique, parfois paranoïaque, des adeptes coupés de leur famille lorsqu'ils quittent l'organisation, et puis une pseudo-doctrine au service de l'argent et du pouvoir.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive.